En 1970, Boeing était déjà l'un des plus gros fabricants d'avions de ligne. Son 747 venait tout juste d'entrer en service. La domination américaine sur l'aviation commerciale était totale. Sur le marché occidental, les constructeurs US raflaient l'immense majorité des ventes de gros porteurs. Boeing, Lockheed, McDonnell Douglas. Le match était plié avant même que les autres puissent entrer sur le terrain. Et pourtant, un truc ne colle pas. Un consortium européen, sans historique en tant que constructeur uni et sans aucune commande de compagnies américaines, a décidé de défier ce monopole. Les partenaires avaient de l'expérience aérospatiale. Sud Aviation, Hawker Siddeley, Dodge Airbus. Mais en consortium, jusqu'à construire des avions de ligne, rien n'était prouvé. Et ils n'ont pas juste sorti un concurrent. Ils ont conçu un avion qui allait révéler une faille fatale dans toute la stratégie de Boeing. Le 18 décembre 1970, Airbus Industries est officiellement créé pour développer l'A300, le tout premier gros porteur biréacteur au monde. Au début, les ventes sont catastrophiques. La production tombe à moins d'un avion tous les 2 mois. En interne, des dirigeants envisagent presque d'arrêter le programme. Pourtant, 50 ans plus tard, Airbus détient environ la moitié du marché mondial. Le monopole américain est en miettes. Le 747, censé dominer le siècle, est devenu inutile sur la plupart des lignes. Et l'idée que Boeing jugeait trop petite pour compter, elle est devenue le modèle de presque tous les avions de ligne à succès depuis. Pour comprendre à quel point le pari d'Airbus était culotté, il faut d'abord voir à quoi il faisait face. À la fin des années 1960, les constructeurs américains ne se contentaient pas de mener le marché occidental de l'aviation commerciale. Ils l'écrasaient. Boeing, Lockheed et McDonnell Douglas avaient passé des décennies à maîtriser l'art de construire de gros avions de ligne. Ils avaient accumulé du savoir-faire d'ingénierie, des relations fournisseurs, une confiance client qui semblait impossible à reproduire. Lorsque Pan Am met le Boeing 747 en service en janvier 1970, ce n'est pas juste l'arrivée d'un nouvel avion, c'est une annonce. La suprématie américaine en aviation est là pour longtemps. Le 747 devient instantanément une icône. Capacité énorme, autonomie intercontinentale, une silhouette inoubliable qui redéfinit ce que peut être le voyage aérien. Les compagnies du monde entier se précipitent pour commander le Jumbo. À l'époque, sur le long courrier, plus gros voulait clairement dire mieux. Les concurrents de Boeing répliquent avec leurs propres gros porteurs, le Lockheed L1011, le McDonnell Douglas DC-10. Tous deux avec 3 moteurs pour contourner les limites de déroutement des bimoteurs et garder une redondance au-dessus de l'eau. Pendant ce temps, l'Europe, c'est le chaos. Chaque pays garde son champion national de l'aéronautique. Le Royaume-Uni a ses constructeurs, la France les siens, l'Allemagne bosse de son côté. Les ressources sont éclatées entre des programmes concurrents sans la taille nécessaire pour défier l'hégémonie américaine. Les querelles politiques bouffent des années de négociations. Les ministres exigent que leur industrie nationale récupère des parts précises du travail, peu importe les compétences, peu importe l'efficacité. Faire coopérer ces pays sur quoi que ce soit semblait déjà presque ridicule. Mais alors un programme avion à plusieurs milliards avec des investissements coordonnés ? Impossible. Lorsqu'Airbus finit par se lancer, la liste des premiers opérateurs raconte tout. Air France, Lufthansa, des compagnies avec des liens évidents avec l'État. Les critiques balaient ça d'un revers de main, des commandes politiques, pas une vraie validation commerciale. En gros, les gouvernements européens achetaient à leur propre consortium juste pour le maintenir en vie. Et l'environnement réglementaire n'arrange rien. Dans les années 1970, la FAA impose encore une règle stricte de déroutement à 60 minutes pour les bimoteurs au-dessus de l'eau. Les avions avec seulement 2 moteurs devaient rester en permanence à moins de 60 minutes d'un aéroport de déroutement adapté. En pratique, c'est un coup de massue. Les jets bimoteurs sont presque exclus des routes transatlantiques et transpacifiques les plus rentables. Le long courrier appartient exclusivement aux triréacteurs et quadriréacteurs. Et sur ces 2 catégories, les fabricants américains ont une longueur d'avance énorme. Ça crée une barrière qui semble infranchissable. Pour se battre sur le long courrier rentable, il faut de gros avions à 3 ou 4 moteurs. Développer ça coûte des milliards et demande des décennies de savoir institutionnel. Et aussi des relations solides avec les compagnies du monde entier. L'Europe n'a aucun de ces avantages. Les premières tentatives pour organiser une riposte européenne tournent au désordre.
les compagnies se montrent sceptiques à l'idée d'acheter un consortium tout neuf, sans aucun historique. Même après la création officielle d'Airbus Industries en décembre 1970, l'organisation reste une construction politique très fragile. Les obstacles pour ce nouveau consortium sont presque absurdes. Aucune expérience de production à grande échelle, aucune chaîne d'approvisionnement établie, aucune infrastructure de support client, mais surtout aucune crédibilité auprès des compagnies qui, concrètement, devraient acheter ces avions. Pourquoi American Airlines ou Delta confieraient leur ligne à une expérience européenne non testée? Boeing, lui, offrait une fiabilité éprouvée. Les chiffres racontent une histoire brutale. Entre fin 1975 et mi-1977, Airbus traverse une sécheresse de commandes dévastatrice pour l'A300. Durant cette période, presque aucune compagnie ne s'engage sur le programme. Des avions terminés restent immobilisés sur le tarmac, sans acheteurs. Les cadences tombent à environ un demi-avion par mois. En interne, les débats explosent. Est-ce qu'il faut tout simplement mettre la production en pause, reconnaître la défaite ? Pour Boeing, qui observe depuis Seattle, le programme A300 a dû ressembler à une confirmation. Les ambitions aéronautiques de l'Europe resteraient durablement limitées. La forteresse américaine semblait imprenable. Pour comprendre pourquoi Airbus a réussi là où tout le monde s'attendait à un échec, il faut regarder un angle mort dans la stratégie de Boeing. Un angle mort que Boeing lui-même n'a pas vu. Au début des années 1970, la gamme Boeing reposait sur une idée précise. L'avenir de l'aviation, c'était des avions plus gros sur des lignes plus longues. Le 747 incarnait le sommet de cette vision. Une capacité énorme pour une demande énorme. 4 moteurs pour maximiser l'autonomie et la redondance. Mais cette hypothèse laissait un trou dans le portefeuille. Boeing n'avait pas de biréacteur, gros porteur, à double couloir, conçu exprès pour ça. Environ 250 sièges et du moyen à long courrier. Les concurrents occupaient le créneau avec des triréacteurs, le DC-10 et le L1011. Sauf qu'exploiter 3 moteurs au lieu de 2, ça coûte plus cher. L'A300 a visé ce trou avec une précision chirurgicale. Avec seulement 2 moteurs, Airbus pouvait proposer aux compagnies une consommation plus faible que les triréacteurs américains sur des routes comparables. Sa cabine à double couloir permettait une configuration 2-4-2 confortable que les passagers préféraient au monocouloir plus étriqué. Et sa soute de gros porteurs était idéale pour l'économie mixte passagers-fret dont beaucoup de lignes avaient besoin. Boeing a fini par reconnaître ce segment. Mais sa réponse, le 767, n'est entré en service qu'en 1982. Airbus a donc eu presque 10 ans pour s'imposer dans la catégorie des biréacteurs gros porteurs intermédiaires, sans concurrence directe. Mais c'est là que l'histoire prend un virage inattendu. L'A300 n'a pas été sauvé par le soutien des gouvernements européens, ni par une ingénierie brillante. Il a été sauvé par un dirigeant d'une compagnie aérienne américaine qui avait marché sur la Lune, et par une campagne de vente si agressive qu'elle frôlait le désespoir. Frank Borman avait été aux commandes d'Apollo 8, la première mission à mettre un équipage en orbite autour de la Lune. En 1975, il est devenu PDG d'Eastern Airlines, et il s'est tout de suite pris un problème brutal. Sa flotte de monocouloirs vieillissants n'arrivait plus à absorber le volume de passagers sur les lignes les plus chargées. Mais commander des 747, c'était du surdimensionnement total et un désastre pour le réseau domestique d'Eastern. Il lui fallait un avion entre les deux. Sauf que les constructeurs américains ne proposaient rien. Airbus a donc flairé l'ouverture et ils ont foncé avec une agressivité incroyable. Tournée de démonstrations partout en Amérique du Nord. Des A300 amenés directement aux dirigeants de compagnies qui n'auraient jamais envisagé un avion européen. Mais ils se sont heurtés à un mur immédiat. Aux États-Unis, les acheteurs étaient ultra méfiants à l'idée d'acheter à un consortium européen. Fierté nationale, doute sur l'infrastructure de support, simple manque de familiarité. Tout ça créait une résistance. La réponse d'Airbus a été maligne. Dans leur campagne aux États-Unis, ils ont volontairement mis en sourdine l'identité européenne de l'avion. À la place, ils l'ont présenté comme presque américain via la participation industrielle. Les moteurs GE-CF6 étaient américains. De gros fournisseurs d'équipements l'étaient aussi. Et selon certains calculs, l'A300 contenait autant de contenu américain qu'européen. Petit à petit, la résistance politique et côté consommateur a commencé à tomber.
La séduction a marché. En 1977, Eastern a accepté de louer 4 A300 pour les tester. Une fois l'avion validé dans l'exploitation, Borman s'est engagé sur un achat plus important. Au final, 23 appareils. Pour Airbus, ce n'était pas juste une commande, c'était la preuve qu'ils allaient survivre. L'adoption par Eastern a apporté ce qu'aucun soutien des gouvernements européens ne pouvait offrir, une validation opérationnelle par une grande compagnie américaine. Lorsque les A300 d'Eastern se sont montrés fiables sur les lignes à forte densité, l'économie de l'avion est devenue impossible à ignorer. Les économies de carburant étaient bien réelles, et l'expérience passager dans ces grandes cabines bicouloirs était clairement meilleure que dans des monocouloirs étroits et tassés. Ce qu'Airbus a découvert, presque par accident, c'est que le marché le plus rentable n'était pas celui visé au départ. L'A300 avait été conçu comme un gros porteur moyen à long courrier, mais ses meilleurs atouts économiques ressortaient sur du moyen courrier à forte densité. Des lignes où les monocouloirs étaient limités en capacité. Des lignes où un 747 était juste ridicule par excès. Les réseaux en étoile, hub and spoke, avaient transformé l'exploitation des compagnies. Les flux de passagers se concentraient via des aéroports centraux. Et ces flux concentrés demandaient des avions plus gros que des monocouloirs, mais plus petits que des jumbo. Exactement la place de l'A300. Cette découverte a eu des implications énormes. Les compagnies en réseau étoilé avaient besoin de vagues de départ, plusieurs vols qui partent dans de courtes fenêtres pour connecter les passagers efficacement. La capacité idéale de l'A300, autour de 250 passagers, s'est révélée parfaite pour les axes principaux. Un seul 747 aurait été du gâchis. Multiplier les vols en monocouloir aurait été inefficace. L'environnement réglementaire a aussi commencé à tourner à l'avantage d'Airbus. En 1977, la FAA a commencé à assouplir lentement les règles ETOPS, élargissant les destinations potentielles que l'A300 pouvait desservir. Le succès de l'A300 a créé quelque chose d'encore plus précieux que des profits immédiats. Ce qu'il a fait, c'est rendre Airbus crédible comme constructeur. De l'expérience en exploitation, des capacités de mise à disposition des pièces de rechange, des références clients pour soutenir les futurs programmes. Des compagnies qui n'auraient jamais regardé un avion européen ont commencé à accepter des rendez-vous. La réponse de Boeing est enfin arrivée. Le 767 est entré en service chez United Airlines en septembre 1982, 8 années après les débuts commerciaux de l'A300 chez Air France. Durant cet intervalle, Airbus a accumulé de l'expérience opérateur sur plusieurs continents. Ils ont mis en place l'infrastructure de support. Ils ont bâti des relations clients qui allaient tenir pendant des décennies. Encore plus marquant, Airbus s'est servi de la base A300 pour développer la 310, une version plus courte, avec plus d'autonomie, entrée en service commercial fin 1983. De quoi envoyer un signal que les dirigeants de Boeing auraient dû trouver inquiétant. Airbus avait appris à itérer vite sur ses conceptions, des familles d'avions qui partagent des composants, des exigences de formation, une même philosophie d'exploitation. Le concept de communalité allait devenir l'un des plus gros avantages compétitifs d'Airbus. Les pilotes pouvaient passer facilement d'un type à l'autre au sein d'une même famille. La qualification croisée équipage, Cross Crew Qualification, réduisait les temps de transition grâce aux similitudes de cockpit. Boeing a obtenu une communalité assez exceptionnelle entre les 757 et 767. Mais Airbus, eux, ont formalisé et vendu l'idée comme une stratégie de famille. Les responsables de flotte ont trouvé ça très convaincant. L'A300 a aussi beaucoup évolué pendant sa production. La version A300-600R a introduit un cockpit tout écran à 2 pilotes dérivé de l'A310. Elle a supprimé le poste de mécanicien navigant standard sur les gros porteurs des années 1970. Ce n'était pas juste une baisse de coût, c'était un signal. L'engagement d'Airbus pour la communalité cockpit et système, la base de leur future famille fly-by-wire. Le soutien des gouvernements européens a été vital dans les premières années. Il a donné à Airbus un matelas financier pour tenir malgré des cadences de production douloureusement faibles. Subvention injuste ou politique industrielle légitime, le débat existe encore. Mais dans les faits étaient clairs, Airbus pouvait se permettre d'être patient d'une manière qu'une entreprise purement privée n'aurait pas pu. La production de l'A300 a continué du début des années 1970 jusqu'en 2007 avec les dernières livraisons d'A300 Cargo achevées cette année-là. Une longévité incroyable pour un avion que beaucoup avaient déjà classé comme un échec. Même si le service passager a fini par se réduire, le type a trouvé une énorme seconde vie dans le fret.
le même schéma qui marquera plus tard le destin du MD-11. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Airbus détient à peu près la moitié du marché mondial des avions de ligne. Le duopole qui semblait inimaginable en 1970 est désormais la structure qui définit l'industrie. La forteresse autrefois imprenable de Boeing s'est transformée en bagarre permanente pour grappiller des parts de marché. Le 747 qui devait dominer le siècle, sa production s'est arrêtée en 2023. Les compagnies aériennes ont compris que des biréacteurs plus petits et plus sobres pouvaient assurer la plupart des lignes avec plus de profit. Les avantages uniques du jumbo n'ont vraiment survécu que sur les grandes routes à très forte demande, et en cargo où son volume restait sans rival. Même Boeing a fini par construire ses propres gros réacteurs biréacteurs. Le 777, le 787, des avions qui affrontaient de front la philosophie qu'Airbus avait lancée. Ce que Boeing balayait comme une expérience européenne est devenu le modèle de l'aviation commerciale moderne. Le gros porteur biréacteur qui paraissait trop petit pour compter en 1970 est devenu l'ancêtre de familles d'avions qui dominent aujourd'hui les catalogues des deux constructeurs. Mais la domination du marché n'est jamais éternelle. Le cadre réglementaire qui favorisait les triréacteurs et quadriréacteurs a fini par changer. La fiabilité des moteurs s'est améliorée. Les TOPS s'est étendu, et les réseaux en hub and spoke qui rendaient les gros porteurs intermédiaires indispensables n'étaient plus les mêmes quand Boeing a fait ses paris stratégiques. Airbus n'a pas volé la meilleure idée de Boeing. Il a repris le concept du gros porteur et lui a trouvé une meilleure façon de l'exploiter.